bonsoir à tous, soyez les bienvenus au rendez-vous, votre magazine Culture et Société. Renoir écrivait « La douleur passe, la beauté reste ». Peut-on vraiment se remettre de tout? Nous parlerons de résilience avec notre invité ce soir, rencontre avec Françoise Faulach, auteure du recueil de poésie Aléa, un concentré d'optimisme. Découverte de l'association Art en Vol, un rempart contre l'exclusion. Enfin, thérapie, penser ses mots en musique, c'est une chronique signée Alexandre Tchekali. Chère Françoise, bonsoir. Bienvenue sur le plateau du rendez-vous. C'est un plaisir de vous accueillir. Françoise, vous êtes l'auteure du recueil Aléa. C'est un recueil de poésie. C'est un concentré d'optimisme, si je puis dire. Beaucoup d'humour, de cynisme aussi. Vous écrivez sur la douleur avec sincérité, mais sans jamais vous plaindre. Alors vous racontez ce qui vous est arrivé quand, en un instant, eh bien, votre vie a basculé. Vous étiez en vacances, le bonheur, et puis tout bascule. Racontez-nous ce qui s'est passé. Bien, j'étais chirurgien dentiste depuis déjà une vingtaine d'années. Et je suis partie en vacances avec mes enfants, mon mari, et puis en nageant. Tout va bien. Voilà, tout allait très bien. J'avais une carrière qui se passait très bien et qui ne me laissait pas beaucoup de temps. Deux enfants, et voilà. Et un jour, on est parti en vacances. Où ça? Au Venezuela, dans loin. Oui, dans le parc national de Los Roques. C'est des petites îles désertes au large de Caracas. Et il y a un bateau qui ne m'a pas vu et qui m'a foncé dessus et qui m'a déchiqueté la jambe gauche. Voilà. Donc là, ça bascule. Donc là, on est parti sur 4 ans de galère, d'opérations, de rééducation, d'opérations. Enfin, j'ai eu 15 opérations. Et 3 ans et demi de rééducation en hospitalisation complète au centre Moline à Ajaccio. Donc, je ne suis pas rentrée chez moi pendant 3 ans et demi. Ah oui, d'accord. 3 ans éloignée de votre... 3 ans et demi éloignée de votre famille. Ouais. Je suis sortie des Molines le fin juillet cette année. Et c'est arrivé en 2015, début 2015. Donc 3 années, plus de 3 années très compliquées. Et c'est durant vos hospitalisations que vous allez découvrir la poésie. Oui. Comment ça va se passer? Eh bien, en fait, je n'avais pas grand-chose à faire parce que j'étais à l'hôpital et j'étais sur le dos et je ne pouvais même pas me tourner sur le côté. Donc, à force de lire, je me suis attrapé une tendinite et je ne pouvais plus lire, je ne pouvais plus tenir un livre. Donc, je me suis mis à Facebook. Ah bah oui, les réseaux sociaux. Hein. Voilà, mais avant ça, j'y allais pas trop. Et c'est en traînant sur Facebook que, par hasard, je ne sais plus comment, j'ai trouvé une petite chronique sur une jeune poète qui écrivait des poèmes qui me plaisaient beaucoup. Et j'ai décidé de la suivre et je suis allée un peu sur des groupes de poésie pour lire ses poèmes. Et puis, en traînant sur les groupes de poésie, à force de lire des poèmes toute la journée, je me suis dit pourquoi pas moi, ça pourrait être sympa. Et j'en ai écrit un, et puis un jour je lui ai envoyé à cette jeune femme qui écrit très très bien, et elle m'a dit mais pourquoi tu le publies pas? Pourquoi pas? Voilà. Et puis au début je me suis dit oh, et finalement alors, ça a plu. Effectivement, il fallait penser à autre chose. Vous aviez envie de vous évader un petit peu. Ce sont donc ces aléas de la vie que vous allez écrire donc en rime. Et vous l'avez dit, vous n'aviez jamais écrit auparavant. J'avais jamais écrit auparavant. Non, j'avais ni le temps ni rien. Mais enfin, ni l'envie peut-être. Quand j'étais au lycée, mes profs me disaient toujours que j'étais plus littéraire que scientifique. Et moi, j'ai voulu absolument continuer dans la science. Et puis, finalement, ça m'a rattrapée. Mais ça m'a toujours plu, j'ai toujours aimé donc la poésie. Avec aisance, finalement c'était facile. Voilà, j'ai toujours aimé ça, mais j'ai jamais pensé à écrire, quoi. Est-ce que ça a eu l'effet d'une thérapie? Ah ben complètement, oui. Parce que ça m'a complètement... ça m'a permis d'exprimer mes émotions vraiment avec mes tripes. Et puis le fait que ça plaise à d'autres personnes, le fait que Jean-Jacques Colonna-Distre me fasse confiance et m'édite mon livre voilà, donc ça a été pour moi une reconnaissance parce que au départ les gens me demandaient de mes nouvelles de mon handicap,
comment va ta jambe, etc. Et puis maintenant, on me demande comment va la poésie. Est-ce qu'on me parle de mon livre, on me parle de mon association, on ne me parle plus de ma jambe. Et ça, c'est important pour vous? Oui. Alors, entre écrire pour soi, comme vous l'avez dit, pour évacuer, se soulager, partager sa douleur, mais surtout partager ensuite tous ces écrits dans ce recueil, ça a été quoi le déclic, au-delà de la confiance de votre éditeur? Qu'est-ce qui vous a poussé à publier vos poèmes? C'est toutes les personnes qui me suivaient sur Facebook, qui lisaient mes poèmes et qui me disaient il faut absolument que tu édites tes poèmes parce que c'est beau. Et bon, au début, moi, je me disais... Puis bon, et finalement, il y avait pas mal de gens qui me faisaient confiance et qui me poussaient, notamment cette jeune fille qui m'a dit... Et on ne vous le disait pas pour vous faire plaisir, puisque c'était des gens que vous ne connaissiez pas? C'était des gens que je ne connaissais pas et c'était sur des groupes de poésie. Puis j'ai vu qu'il y avait des gens qui me faisaient confiance. Et j'ai une amie aussi qui est dans l'édition, Isabelle Blumet, qui a travaillé pendant 20 ans chez Actes Sud. Et elle aussi... Vous a donné envie, elle m'a dit, mais non, mais pourquoi pas, écoute, franchement, c'est bien ce que tu fais. Donc, comme elle travaille dans l'édition, je me suis dit, on peut peut-être lui faire confiance. Voilà. Alors, surmonter la solitude du handicap, c'est ce que vous avez fait grâce à l'écriture, mais aussi grâce à l'association dont vous avez parlé, Art en Vol. Comment elle est née, cette association? C'est une association que j'ai créée parce que, comme j'ai vu ce que ça avait fait sur moi, je me suis dit, il faut absolument faire partager ça à d'autres personnes. Donc, ça m'a vraiment complètement sorti du handicap, de l'exclusion, parce que j'ai quand même perdu... toute ma vie d'avant, mes amis, beaucoup d'amis, parce que les amis, on s'aperçoit que il y a vraiment que les vrais qui restent. Les autres, ils vous demandent des nouvelles les 3 premiers jours, et puis après, ils se fichent pas mal de vous. Et j'étais loin de ma famille aussi, ça a été difficile, ça a créé des tensions aussi. Mon travail, c'est fichu, donc je me suis dit... Et là, maintenant, l'association et l'écriture, pour moi, c'est du plein temps. Donc, je me suis dit, d'autres personnes, si ça pouvait les sortir de l'exclusion, ça serait magnifique. Très bien. Donc, on a fait ça en janvier. Qu'est-ce qui la compose, cette association? Alors, on est 3. Alors, 3 handicapés. On s'est mis ensemble pour le faire. Moi, il y a William Leclerc, qui est un ami qui a un handicap aussi. Et une autre amie que je connaissais d'avant, et que je n'ai pas connue au Moulin, mais qui s'appelle Claire Bianchini, et qui, elle non plus, n'écrivait pas. Et puis, maintenant, elle a sorti aussi un recueil il n'y a pas longtemps, et c'est pareil, ça l'a beaucoup aidé à sortir de... William aussi écrit? William écrit aussi. William, il écrit, et aussi il est photographe. Et ça lui a permis, l'association, de revenir à son ancien métier de photographe. D'accord. Aussi. Donc, quels sont les projets qui ont été soutenus? Vos projets à vous, Claire, William et vous, Françoise, ou est-ce que vous avez déjà aidé d'autres personnes? On a aidé d'autres personnes à créer, à publier des livres. On a fait des expositions. Donc là, la prochaine, c'est à Olmet le 8 et 9 décembre. On va faire des lectures de poèmes. On va inviter toutes les personnes qui le souhaitent d'ailleurs à venir lire les poèmes, leurs poèmes préférés. Et puis on va exposer des tableaux, on va exposer des photos d'autres personnes. On a une personne dans notre association qui s'était cassé les 2 mains, Régine, qui a fait un recueil de poésie dont on a fait la correction aussi. On a fait plusieurs... On a plein. Oui, on a plusieurs peintres, notamment. Donc, évidemment, l'art. Qu'est-ce qui peut bénéficier, en fait, de l'aide de l'association Art en Vol? Est-ce que ce sont des personnes qui sont victimes d'un handicap ou d'un accident de la vie, la perte de son travail, quelque chose où finalement, on se retrouve un peu exclu? Toute forme d'exclusion. C'est pas forcément... quand on dit handicapé, les gens ils s'imaginent toujours quelqu'un en fauteuil roulant. Mais en fait, il y a des tas de handicaps qui ne se voient pas forcément, des handicaps psychologiques. Des gens qui se sont retrouvés suite à une dépression, suite à un choc émotionnel, suite à un accident de la vie, qui peut-être un jour retrouveront... mais il y a toujours un avant et un après dans le handicap. Et c'est ce qui permet d'appréhender l'après avec beaucoup plus d'optimisme, et ça permet de tourner la page. Vous n'en manquez pas d'optimisme. Alors, vous écrivez « Tous les aléas de la vie heureux,
ou malheureux forge notre destin. Vous restez optimiste, hein, malgré les épreuves, quoi qu'il arrive. On a l'impression que c'est quelque chose qui... c'est une ligne de conduite. C'est obligé parce que sinon... On s'arrête. Sinon, ouais, si on lâche l'affaire, c'est fini, quoi. Alors, si je vous disais, Françoise, que la musique, eh bien, comme la poésie, ça peut être un exutoire, une thérapie, voire un médicament, je vous propose d'en parler avec Alexandre Tchekal. Il nous attend à l'autre bout du plateau. Je vous en prie, venez avec moi. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va très bien, je vous écoutais attentivement, j'étais admiratif de votre démarche. Voilà, pardon, Aléa. Merci beaucoup. J'en profite pour faire les présentations. Alexandre Tchekal. Alexandre est journaliste musical, il est également docteur en biologie. Alors ce soir, c'est la double compétence qui nous intéresse. Voilà. La musique adoucit les mœurs, mais pas que. Est-ce que la musique, médicament, si je puis dire, ça existe? Écoutez, en tout cas, il existe ce qu'on appelle une musicothérapie. Et c'est pas finalement très étonnant parce que la musique, on le sait aujourd'hui, même avec des techniques d'imagerie médicale, elle a une capacité en fait à nous synchroniser un peu l'humeur. On est très rapidement en empathie avec la musique qu'on écoute, peut-être même plus rapidement que par exemple avec une parole. C'est quelque chose qui nous imprègne très vivement, très facilement, très rapidement. Et ça, c'est décrit par les scientifiques, c'est décrit aussi par les musiciens. Vous vous souvenez, on avait parlé avec Jean-Claude Casatsu. C'est vrai, chef d'orchestre. Exactement, qui nous disait qu'on était vraiment loin de comprendre tout l'impact de la musique sur notre psychisme. Ce qui est certain, c'est qu'il y a cette discipline qui s'appelle donc la musicothérapie et qui est donc, comme son nom l'indique, en fait, l'idée, c'est un peu une médecine qu'on va qualifier de douce. L'idée est d'utiliser la musique comme un peu adjuvant d'une thérapie. Qui en général donc est réalisé par un musicothérapeute, voilà, sans surprise, sachant que ce métier n'est pas encore reconnu, il n'y a pas de diplôme d'État pour exercer ça. Musicothérapeute, ça n'existe pas. C'est quoi qu'on entend? Ah là, on entend Ravi Shankar. Alors pourquoi? C'est très agréable. Oui, non mais Ravi Shankar, c'est se détendre. Je sais pas magnifique. vous, Françoise, mais... Mais vous avez raison, en fait, l'idée c'est que souvent la musicothérapie, elle est associée à la relaxation. En fait, il en existe de deux types. Il y a ce qu'on appelle une musicothérapie réceptive, où en fait on diffuse de la musique aux patients. Et il en existe une qui est dite active, où on fait jouer de la musique aux patients. Ça peut être seul, ça peut être en groupe. Et donc voilà, il y a vraiment différents types. Et pour ce qui est de la réceptive, celle où on vous diffuse de la musique, en fait, ça ressemble beaucoup à ce qu'on appelle l'hypno-analgésie, c'est-à-dire l'idée de diminuer la douleur grâce à l'hypnose. Et il y a des protocoles qu'on appelle en U, avec une musique assez vive pour démarrer, puis beaucoup plus relaxante au milieu, et enfin une phase d'éveil à la fin. Donc il y a des protocoles qui sont de mieux en mieux décrits, avec de la recherche scientifique derrière pour en prouver l'efficacité. Voilà, donc on est loin d'en avoir trouvé tous les protocoles, mais c'est une réalité. Quand vous allez dans des services dans l'hôpital, on sait à quel point la musique peut soulager les patients. Bah justement, qu'est-ce qu'on peut soigner avec la musique? Est-ce qu'on peut tout soigner avec la musique? Alors tout soigner, non, mais il y a des effets déjà visibles sur le corps. La musique, par exemple, peut vous aider, on en avait d'ailleurs déjà parlé, à moduler, que ce soit la pression artérielle, le rythme cardiaque ou respiratoire. Au-delà, elle peut aider en fait à réduire la consommation de certains psychotropes ou antidépresseurs, par exemple. Évidemment, à diminuer la douleur, je vous en parlais un peu en parallèle avec l'hypnose. Et puis, de manière plus générale, disons qu'elle ne soigne pas évidemment les troubles du comportement des malades qui ont des maladies neurodégénératrices, mais évidemment, elle participe à la diminution de leurs symptômes. Et c'est très frappant pour certains malades de la maladie d'Alzheimer, où on voit vraiment, ou même plus généralement, de personnes âgées qui ont ce qu'on appelle des démences séniles, qui sont proches d'Alzheimer. On voit l'impact de la musique. Enfin, il faut l'avoir vécu au moins une fois pour se rendre compte de ce que c'est. C'est impressionnant à quel point la musique a une capacité à remobiliser même une partie de la mémoire qu'on croyait complètement enfouie des patients. Et parfois, une simple chanson, ça peut reconnecter complètement le thérapeute et le patient. Stimuler des émotions. Oui, c'est très émouvant. D'ailleurs, c'est émouvant aussi bien pour le patient que pour le thérapeute, parce que vous voyez des gens qui s'animent à nouveau, tout simplement parce que eux, qu'on croyait être des personnes sans mémoire, en fait, ont perdu un accès à leur mémoire. Et grâce à la musique, parfois, on rétablit cet accès. Ça stimule. Exactement. Alors, on en avait parlé également avec la musique de film qui crée, vous parliez des palpitations cardiaques. Oui, c'est vrai que quand on veut créer la peur ou quand on veut créer un sentiment amoureux, la musique crée quelque chose. Alors, pas besoin de pathologie, en revanche, pour l'apprécier, pour apprécier ces bienfaits de la musique. C'est vrai que voilà, la musique, elle peut nous aider à affronter aussi les difficultés du quotidien. La musique, ça fait du bien, quoi.
Exactement. Ça fait du bien et dans toutes sortes de situations, je dirais. Moi, je m'intéresse beaucoup à un domaine finalement où j'ai pas eu énormément d'exemples frappants, mais je suis convaincu que la musique peut nous aider à acquérir une forme de résilience quand on a eu un traumatisme très important. Je me demandais si, par exemple, vous, dans votre parcours de guérison, de rééducation, de réinsertion, si la musique avait joué un rôle particulier ou c'était essentiellement la poésie pour vous? Ben, la poésie, c'est jamais que la musique des mots. Exactement. Mais justement, je travaille en ce moment avec un pianiste qui met mes textes en musique. Et le 8 décembre, je vais lire mes textes en musique. Et c'est vrai que quand on rajoute de la musique sur la poésie, ça la transcende complètement. C'est magnifique. Et au centre de rééducation, j'ai rencontré plusieurs personnes qui, elles, faisaient ce que moi je fais avec la poésie, le faisaient avec la musique. Vous jouez d'un instrument? Donc, oui. Non. Pardon? Vous jouez d'un instrument? Je joue de la flûte traversière. Ça va? Ça fait là, du coup, ça fait 4 ans que je n'ai pas joué parce qu'il faut jouer debout. Et, enfin, moi, j'aimais jouer debout. J'ai toujours eu du mal à jouer assise. Et du coup, j'ai un peu abandonné. Mais bon, ça reviendra. Écoutez, j'ai abandonné la guitare parce que j'arrivais pas à chanter en même temps. Chacun ses soucis. Hein, c'est ça. Voilà. Non, mais c'est vrai que la musique, c'est un tel modulateur émotionnel qu'elle nous accompagne aussi bien face aux très grandes épreuves de la vie que aussi pour gérer les petits chagrins du quotidien. Il y a un aspect vraiment cathartique dans la musique qui nous permet un peu d'expulser nos plus grandes joies et nos plus grandes douleurs, ou nos douleurs aussi les plus minables du quotidien. Et vraiment, ça va dans tous les domaines de la vie. Et c'est décrit d'ailleurs de manière très simple. Enfin, la musicologie parle de ça. C'est l'histoire de l'harmonie. C'est comment un même accord, en fonction des notes que vous mélangez, va vous donner une impression de joie, de tristesse, mais aussi d'orient, de surprise. Voilà. Il n'y a qu'à écouter Au clair de la lune en mineur. Je vous assure, vous n'êtes pas bien du tout. Hein. Ça impacte très fort tout de suite. Pas écouter trop les paroles non plus. Exactement. Alors voilà, il y a cette musique instrumentale qui nous impacte. D'ailleurs, j'avais envie qu'on écoute, si vous êtes d'accord, un petit extrait de mon morceau préféré, le plus triste de l'histoire de la musique classique pour moi. Non, c'est un morceau que j'adore. C'est un deuxième mouvement du deuxième concerto pour piano et orchestre de Bach. Ah oui, alors. Joué évidemment par Silence. Glenn Gould. Voilà, il faut que vous écoutiez ça. Voilà. Oui, un dimanche un peu sombre où ça va pas. Sous la pluie. Ah ben sous la pluie, exactement. Là, vous êtes. En regardant la mer. Oui, ça donne une forme de grandeur en fait, au-delà de la blague, à nos tristesses. Et je crois vraiment que c'est d'ailleurs intéressant. Je ne sais pas si c'est votre réflexe aussi, mais très souvent, quand on a un passage un peu de déprime ou une épreuve à traverser, on a plutôt tendance à écouter de la musique triste qui accompagne notre douleur que de se forcer en écoutant de la musique gaie. Et cet aspect cathartique, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Moi, quand j'écris, souvent, j'écris avec un air dans la tête. J'ai une musique dans la tête quand j'écris. Et c'est ça qui donne le rythme. Une musique, vous voulez dire célèbre ou pas nécessairement? Ah non, pas forcément, mais un petit air voilà, qui me guide sur le rythme de la poésie, en fait. Il faut noter tout ça, hein. Ça fait des chansons au final. Vous avez même écrit dans votre recueil. Mes textes en musique, je ne les chanterai pas parce que sinon il va pleuvoir à l'année longue, mais je les lis sur de la musique et c'est vraiment... Vous avez même écrit un rap? J'ai même fait un rap, ouais. C'est quelque chose quand même d'assez surprenant. Un rap, un slam, et puis après des poèmes en alexandrin, des poèmes en... Un peu... Oui, une musique plutôt classique, si je puis dire, pour la poésie, un rythme plutôt classique, mais le rap, quand même, c'est surprenant. Eh ben oui, mais parce que à ce moment-là, j'avais une musique un peu comme ça dans la tête, et du coup, j'ai... Vous l'avez mis en... Vous l'avez écrit, versifié en rap. D'accord. Alors, évidemment, il n'y a pas que la musique instrumentale, hein, comme on vient d'entendre, mais il y a aussi la chanson. Hein, forcément, on en revient un peu à la poésie. La chanson qui fait pleurer. Alors la chanson qui fait pleurer, pareil, qui n'a pas passé encore une fois le fameux dimanche de novembre, à écouter Ne me quitte pas, complètement dépressif comme ça. Non, c'est vrai qu'il y a une tradition de la chanson dépressive que moi, à titre personnel, j'adore et qui peut même me mettre en joie. Il y a des très grands auteurs pour ça, écrire la tristesse. Oui, ça peut vous mettre en joie, c'est ce que j'étais en train de penser. Tout à fait. À un moment donné, quand on arrive à passer... Un bon Serge Lama, je dis, sous une certaine luminosité, ça passe très très bien. Non mais c'est vrai, il y a vraiment une tradition et au-delà je dirais de la musique en elle-même qui est triste dans la chanson, il y a quelque chose de très fort, je crois, et qui fait la force de la chanson, peut-être encore plus de la chanson française, c'est cette idée de se reconnaître dans les paroles et finalement d'avoir l'impression de ne pas être seul et de faire partie d'un tout. Que l'émotion qu'on vit, qui est très singulière, qui est la nôtre, dans notre parcours, avec nos accidents de la vie, finalement, elle a été peut-être vécue par d'autres et elle a été sublimée par d'autres. Je crois que
cette ambition de la chanson et de la poésie, évidemment, qui est de prendre quelque chose de très particulier et de le rendre universel, c'est un vecteur de guérison très, très puissant. Alors, effectivement, il y a la notion de réconfort quand on entend voilà, la tristesse d'autres et on a l'impression de se sentir moins seul. En revanche, c'est un excellent sujet d'inspiration. Ah ben, de toute façon, la douleur, historiquement, a toujours été très, comment dire, promotrice d'œuvres d'art, on va dire. Oui, c'est pas faux. Une fois qu'on a écrit que tout allait bien, il n'y a plus rien à raconter. Vous savez, on dit que l'amour heureux n'a pas d'histoire, mais au-delà de ça, évidemment, il y a tout l'art sacré avec les représentations de la passion, qui sont quand même pas d'une drôlerie absolue. Mais au-delà de ça, il y a aussi le fait que la douleur et le mal-être a évidemment inspiré beaucoup de musiciens et de chanteurs, que ça soit des destins absolument tragiques. Moi, il y a par exemple un chanteur français, un compositeur qui me touche beaucoup, qui est Nino Ferrer. Et même si la musique n'est pas toujours triste, on sent cette hypersensibilité, ce côté à fleur de peau qui me touche beaucoup. Évidemment, bon, si vous écoutez les albums de Nirvana, pareil, il faut être assez... voilà, n'écoutez pas trop les paroles si vous êtes sur un moment de faiblesse. Mais je voulais vous passer peut-être un extrait d'une chanson contemporaine, d'une artiste qu'on aime beaucoup ici, qui s'appelle Clara Luciani, et qui a sorti un EP il y a quelques années maintenant. Et voilà, on écoute un morceau qui s'appelle « À crever », suite à une douleur amoureuse. Et il y a vraiment ça dans cette capacité qu'ont les artistes à prendre finalement leur vie et à en faire une œuvre musicale que j'aime beaucoup. Regardez ça, comme c'est triste. Vois ce qu'il a fait de moi, vous voyez. C'est terrible, c'est terrible. Alors il y a une grande tradition, pareil. Ça vous fait sourire, vous êtes un peu sarcastique. Non, parce que du coup on a l'impression d'être moins seul. Vous savez pourquoi ça me fait sourire? Ça me fait sourire parce que l'album juste après, c'est l'album de la reconquête, où finalement tout va mieux, vous voyez. Donc finalement c'est ça, la musique, elle nous aide, je crois, vraiment à passer des étapes. Et elle nous aide à passer des étapes parce que je crois que c'est un compagnon de vie très très puissant. Je ne sais pas si vous, par exemple, il y a des morceaux, des artistes que vous aimez particulièrement écouter, dans les moments de joie ou de tristesse d'ailleurs. Ça dépend vraiment des émotions que j'ai pas. Bah, moi, forcément, je pense beaucoup à Grand Corps Malade parce que on a une histoire qui se ressemble quelque part, bon, même s'il y a des différences. Et quand j'ai écrit le slam Crève ton nuage, ça m'a fait un peu penser à ce qu'il chante. Voilà. Après, mais j'aime toutes les musiques. Moi, j'aime la musique. J'aime la musique gaie, j'aime la musique... Pas forcément que la musique triste. J'aime le classique, j'aime le rap, j'aime tout, ça dépend, ça dépend de mon humeur du moment. En fait. Allez, on va poursuivre, si on a le temps, vous nous ferez votre top 3 des musiques qui font pleurer. En attendant, je vous propose d'écouter le témoignage d'un autre artiste insulaire. Alors lui, l'idée, il va revenir sur le processus créatif. Ce sont des propos qui ont été recueillis par Serge Bonavit. C'est l'ITV du RDV, on regarde. Orso, né en 73 à Épinal, débarqué en Corse en 83. Il y a eu une transition, hein. J'ai descendu du nord comme ça, je me suis arrêté vers Marseille, Toulon et la Corse. C'est quoi le rôle en fait d'un artiste? Alors je pense que les artistes n'ont pas tous le même rôle. Pour ma part, j'ai découvert que c'était de souligner des choses pour que les gens posent un nouveau regard sur quelque chose sur lequel ils seraient passés à côté sans s'en apercevoir. Mais c'est juste ça, souligner les choses. C'est compliqué de créer des choses, ça coûte de l'argent, il faut trouver de l'argent, etc. Donc il y a une réalité à laquelle il faut faire face. Et puis finalement, on se transcende aussi de ce côté-là et on rencontre des gens pareils que nous. Et forcément, c'est super intéressant parce qu'on se sent moins seul, déjà d'une part, et de deux, forcément, il y a des choses à créer avec les autres, aller un peu plus loin, et proposer quelque chose de nouveau, essayer de proposer quelque chose de nouveau. Si ça tombe comme ça, paf, mais en fait, il restait un truc à inventer. Ouais, je serais super content, mais j'y crois pas trop. À notre époque, au XXIe siècle, presque tout a été inventé. Et même la fusion de ces choses-là a été faite aussi. Mais par contre, on a des nouvelles réflexions. Et on peut alimenter les anciennes choses avec les nouvelles réflexions. Et donner des nouvelles choses. Ça a été Zoran Muzic.
C'est un peintre qui a survécu au camp. Il ramassait des bouts de charbon et il dessinait, il cachait des carnets sous sa paillasse et il a survécu au camp. Il est sorti avec ses carnets et tout. Et son œuvre, elle est très violente et en même temps très douce. Je me souviens, j'avais 17 ans quand j'avais vu ce truc-là, ça m'avait fait une vraie claque. Le noir, c'est quelque chose de magique. Le noir, c'est super compliqué. Le noir mat, puis il y a des noirs profonds, des noirs moins profonds. Puis des fois, c'est presque noir, mais c'est proche de l'idée du noir qu'on se fait, etc. Puis enfin, il y a des noirs silencieux et il y a des noirs bruyants. La qualité de faire. J'aime les gens qui font. Voilà. Ça me suffit, moi. À partir du moment où on fait quelque chose, ça me va. Action. Ouais, c'est ça. J'aime pas l'indécision. J'aime pas les gens qui se disent « Ah, peut-être que je devrais aller à gauche, peut-être à droite, peut-être que ça serait bleu, peut-être que ça serait vert. Demain, ça sera mieux demain. » Non, ça, je supporte pas. Ouais. Bon, on procrastine tous. Hein. On est des spécialistes de la procrastination, les artistes. Hein. Mais on procrastine en faisant autre chose. Je serais un ours. L'image qu'on a, nous, enfants de l'ours, c'est la peluche, Teddy Bear, qui va nous protéger, voire nous mettre du sable dans les yeux pour qu'on aille se coucher. Puis en même temps, ça te met une gifle, ça t'arrache la tête. En fait, l'ours, c'est quelque chose de super brutal et qu'il faut pas faire chier. Et, dans l'imaginaire, c'est quelque chose de super doux. Et j'aime bien cette idée-là, quoi. Et puis en plus, voilà, c'est un animal fabuleux. Et il a la capacité d'aller se coucher tout l'hiver, tranquille. Il se met en pause, quoi. C'est trop bien. On est bon. C'était donc Orso Landart, un artiste à découvrir. Merci infiniment à tous d'être venus. Allez, Alexandre, on finira avec ça. Une chanson à écouter si on a envie de pleurer. Vous se remontez le moral, allez, comme vous voulez. Je suis venu te dire que je m'en vais de Serge Gainsbourg, c'est absolument imparable. Merci. Essayez-le dans n'importe quel contexte. Merci pour le moral. On rappelle, Françoise Folacci, Aléa, cette leçon de vie et votre témoignage, c'est aux éditions Colonne. C'est un ouvrage qu'on pourra découvrir à l'occasion d'une dédicace. Ce sera où? Ce sera quand? Ce sera à la FNAC le 1er décembre, toute la journée à partir de 10h jusqu'à la fermeture. Le rendez-vous est donc pris. À la FNAC. À Ajaccio, évidemment. À la FNAC Prince Impérial, oui, pas Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Et on se donne rendez-vous très très vite pour un nouveau rendez-vous. Ciao.